Et c'est là que nous avons, quelques jours après, reçu une lettre anonyme, bien sûr, de l'un de ces individus qui nous harcèlent, en disant « Oui, mais moi, j'agis contraint et forcé, j'ai des enfants ». En parlant vulgairement, il avait la trouille. Et aujourd'hui, nous sommes, disons, vers le dernier trimestre 1991, le harcèlement téléphonique continue. Allô, Jimmy, décroche. Ah, salut. Oui, salut, c'est vite au cul, là. Ce qui m'ennuie, c'est qu'un jour, j'ai reçu un sachet de poudre blanche dans cette enveloppe, postée à Marseille le 15 novembre 89, à la Poste République à Marseille. Je suis allé avec mon épouse à la gendarmerie centrale d'Aix-en-Provence, sur la route de Nice. Et j'ai dit à l'adjudant Vianney, j'ai su son nom, voilà ce que j'ai reçu. Pouvez-vous me dire ce que c'est? Vous avez un laboratoire? Alors il a pris le sachet, il est monté au premier étage et un quart d'heure, 20 minutes après, il m'a dit, monsieur Gueux, rassurez-vous, c'est du sel d'ammoniac. Je lui dis d'accord. Aujourd'hui, c'est du sel d'ammoniac. Et si demain, je reçois autre chose? Et si d'aventure, au moment où j'ouvre le courrier, puisqu'il est distribué vers 12h30 chez moi, si au moment où j'ouvre mon courrier, on frappe à la porte et que je suis en présence de maître Dupont-Durand, huissier, et on me dit qu'est-ce que c'est que ça? Alors je dirais, je ne sais pas, je viens de le recevoir. Comment puis-je prouver que je ne tripatouille pas de la drogue? Si effectivement on vous en envoie un sachet par la poste et que dans le même temps on vous dénonce pour trafic de drogue, vous aurez les plus grandes peines du monde à vous disculper. Je ne veux pas dire que ce serait impossible, car sinon nous perdrions tout espoir dans la justice française, mais quand je dis les plus grandes peines, je veux dire que ce sera pratiquement impossible pour vous de vous disculper. C'est-à-dire qu'effectivement, la seule attitude raisonnable, c'est de téléphoner immédiatement à la gendarmerie. J'ai lu dans la presse, récemment, nous parlons en ce moment, le 25 juin 1991, j'ai vu ces derniers jours des articles concernant une loi sur la répression de la désinformation. Alors là, ça m'inquiète. Parce que les canailles du MJ12, qui est le gouvernement secret qui opprime la planète Terre, et ses multiples correspondants, ses multiples complices, jusqu'au plus haut des nations, s'ils décrètent que les ovnis n'existent pas, que les extraterrestres n'existent pas, et que je fais de la désinformation, comment vais-je m'en sortir? Là encore, chaque loi intervient à travers un pouvoir politique. Le pouvoir politique donne l'orientation de la loi. Il est bien évident que s'il ne s'agit que d'une loi pénale, d'une intervention sur la répression, par exemple, du trafic de drogue, il n'y a pas d'intervention politique à faire. C'est une intervention qui se fait à travers le parquet. Ceci est tout à fait classique. Maintenant, une loi sur la répression de la désinformation est effectivement éminemment dangereuse parce qu'il suffira au pouvoir politique de qualifier une information de fallacieuse ou de fausse ou de désinformation pour faire entrer cette information de facto dans le cadre du champ d'application de la loi pénale et donc de poursuivre certains comportements qui sont considérés comme étant de la désinformation. Effectivement, vous n'aurez absolument aucun moyen de vous en sortir si un pouvoir politique a décrété que les ovnis n'existaient pas et que le fait d'en parler était considéré comme de la désinformation ou une attitude anti-française ou contraire à l'ordre public français ou risquait de causer un trouble à l'ordre public français. À ce moment-là, effectivement, vous n'aurez pratiquement aucune chance de vous sortir de cette situation, sauf à amener à ce moment-là devant les juges médusés un petit homme vert sur le bureau du magistrat qui, de toute façon, ne pourra que prétendre qu'il s'agit d'une poupée puisque nous savons tous que les ovnis n'existent pas dans le gouvernement, bien entendu. Des pressions s'exercent aussi en France. Pourquoi? Parce que les grilles ne sont pas exclusivement aux États-Unis, ils sont partout, et même chez nous, dans notre sous-sol.
René Varino, tu diriges depuis de nombreuses années le CEOF, le Centre d'études OVNI France, oui, il faut bien le préciser, qui publie le bulletin Contact OVNI. Et nous nous sommes retrouvés aujourd'hui sur le site du plateau d'Albion, autour duquel nous avons passé des nuits et des nuits d'observation depuis la décennie écoulée. Et là, un jour, un vieux monsieur a vu quelque chose. Comment les choses se sont passées? Oui, ben, effectivement, ce vieux monsieur dont tu parles là est une personne, un retraité qui vit ici, à Saint-Christian, qui vivait ici à l'époque puisqu'il est mort. Et cette personne-là a rencontré une autre personne que nous connaissons, un fonctionnaire, oui, c'est un fonctionnaire sur Marseille, là, que nous connaissons. Et ce fonctionnaire était en train de faire des études de recherche ici sur le plateau d'Albion. C'est au moment où il y avait les fameux travaux de la base qui s'installaient, bien entendu. Fin des années 69, début 70. À peu près. Gigantesque chantier. Ah oui, il y avait un chantier énorme. Et donc notre bon vieux monsieur, notre retraité, promenait là dans la région, comme il avait la coutume de le faire évidemment. Et il a confié à notre ami qu'il n'en aurait pas parlé à tout le monde à ce moment-là, mais effectivement il avait rencontré lors de l'une de ses promenades, sortant d'un taillis, un petit être comme nous connaissons les ibis en ce moment, qu'il a décrit textuellement ce petit être comme les ibis que nous connaissons. Mais à l'époque, évidemment, on ne connaissait pas encore l'histoire des ibis qui se passe actuellement en Amérique, bien entendu, dans les bases militaires. Et dont nos travaux nous ont amenés à faire des études dont tu as participé aussi, avec nos veillées et tout ça, et à concrétiser cette observation qui avait été faite, puisque nous avons eu d'autres rapports concernant la région sur cette affaire-là. Alors parlons un peu plus en détail de ce plateau d'Albion, qui est le site du 1er régiment de missiles à ogive nucléaire. Il faut savoir que sur le plateau, l'on a recensé 350 avennes, cavernes et gouffres, certains d'une importance impressionnante. Il faut savoir aussi que des études ont été faites systématiquement, et il y a un magnifique ouvrage, Les cavernes d'Albion, faisant un tas de recherches hydrologiques et spéléologiques, par le groupe de l'AREPA, qui est un groupe de professionnels de la spéléologie, sous la houlette, sous la coordination de Gérard Gobert. Faisons un retour en arrière, et nous allons savoir qu'un groupe de spéléo-amateurs, c'était des jeunes, il y a un certain nombre d'années, qui n'ont rien à voir avec le groupe de l'AREPA, mais vraiment rien à voir. Un jour, descendent dans l'un de ces gouffres, et après avoir emprunté plusieurs puits, plusieurs trajets horizontaux, descendent à une assez grande profondeur. Et là, l'un d'eux, le meneur du groupe, une salle étrange. Oh, c'est pas une caverne, c'est un énorme parallélogramme, avec un parquet laiteux. Et au sortir du puits qui donne accès dans cette salle, le spéléo en question tombe à l'arrêt parce qu'il y a 5 ou 6 sièges de forme bizarre. C'est tellement impressionnant qu'il remonte, dit à ses amis, nous reviendrons filmer, j'ai découvert quelque chose, je vais vous expliquer. Ils reviennent 15 jours, 3 semaines, 1 mois après, avec des appareils photographiques, caméras, et ils s'aperçoivent que le puits d'accès a été bétonné. Ils ne peuvent plus retourner sur ce site. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est inquiétant, c'est que des groupes d'individus, tout de noir vêtus, que j'appelle dans l'entité noire d'Andamuka les forces delta, prennent possession de la base, se livrent à des travaux mystérieux. Ces individus apportent leur propre ration alimentaire. Ils ne mangent pas à la cantine, aux messes. Ils viennent avec leur propre véhicule et ils repartent de même. Et à ce moment-là, l'état-major reprend possession de sa base. Certains braves bidas, il y a un certain nombre d'années, je reste volontairement vague, ont vu ce qu'ils n'auraient pas dû voir, à savoir, dans une grande salle, à un premier étage, où se trouvent des ordinateurs, ils ont vu une dizaine de ces individus au teint blafard. Il ne s'agit pas de petits gris. Ces individus ont l'aspect humain, mais ils sont bizarres.
l'un de ces êtres a vu qu'un militaire, regardez, on s'est emparé de ce brave garçon. Il est sorti de la base, on l'a conduit à l'extérieur, on l'a tabassé. Un passage à tabac en règle qui lui a valu 2 mois et demi d'hôpital. Ses camarades, au bout d'un certain temps, ont appris qu'il était en traitement à l'hôpital, ont été autorisés à le voir, à titre d'exemple. L'un de ses amis intimes m'a parlé, en présence de 5 témoins. Nous avons enregistré cela, nous avons planqué, excusez le terme, et dispatché ces enregistrements. Nous devions nous revoir. Il devait essayer de convaincre l'un de ses camarades de ne nous parler plus avant. Et tous deux ont disparu. À une trentaine de kilomètres, à l'est du plateau d'Albion, donc pas loin, se trouve l'OHP, l'Observatoire de Haute-Provence, à Saint-Michel-l'Observatoire, près de Fort-Calquier. Cet observatoire, nous l'avons interrogé à 2 reprises pour lui demander son contre-avis, en quelque sorte, sur les ovnis. Ce fut toujours une fin de nous recevoir, ainsi que le montrent les lettres que vous pouvez lire vous-même sur l'écran. Et pourtant, cette feinte ignorance dissimule non pas un, mais plusieurs secrets. Nous avons eu la chance d'avoir dans nos relations, depuis peu de temps, grâce à mon voyage aux États-Unis, des contacts avec, appelons-le le professeur Duchemol. Ce chercheur a travaillé à plusieurs reprises, et pendant longtemps, à l'Observatoire de Haute-Provence. Il y a découvert un certain nombre de secrets. Et je vous assure que, après ce qu'il va nous dire, nous allons devoir, pour sa sécurité, distordre électroniquement sa voix, cacher son visage. Mais je vous donne ma parole que ce qu'il dit est vrai. Et si je dois choisir, moi, un des vieux de la vieille de l'ufologie, qui a l'habitude des traquenards et des campagnes de contre-vérité, c'est sa parole que je vais croire. Il y aurait des souterrains à l'OHP. Il est exact qu'au moins 3 tunnels sont disposés sur le site. L'un fait une centaine de mètres devant les bâtiments qui abritent les services techniques et des laboratoires. Dans ce grand tunnel, il y a plusieurs armoires de métal. L'une de ces armoires contient d'innombrables photos de soucoupes volantes. Les unes envoyées par des témoins, les autres prises par des astronomes au télescope. On appelle cette armoire spéciale l'armoire secrète. Ces clichés n'ont jamais été réexpédiés à ceux qui les ont envoyés. Il y a aussi des pièces secrètes. Il y en a même une qui est blindée. Elle renferme des stocks de photos tout aussi secrètes. La pièce secrète n'est pas souterraine. Elle est voisine du laboratoire et de l'administration. Ok. En quelles occasions avez-vous appris tout cela? No comment. J'ai pris beaucoup de précautions pour vous joindre, monsieur Gueux. Et pour venir dans ce studio, j'ai redoublé encore de précautions en m'assurant que je n'étais pas suivi. Vous ne connaissez pas ma véritable identité, cela dans mon intérêt et dans le vôtre. Je ne répondrai pas à votre question. Même en étant étranger à votre pays, j'encours des risques. Pouvez-vous nous donner des détails sur ces risques? Non, l'entretien est terminé. Bonne chance, monsieur Gueux. Et soyez très prudent. À propos de secrets, je crois qu'il faut rendre hommage à une agence de presse en particulier, l'ATP, l'agence transcontinentale de presse, qui scrupuleusement répercute les informations concernant les ovnis. Elle n'est pas responsable, évidemment, de l'autocensure pratiquée par certains journaux. D'autres journaux sérieux, le VSD par exemple, n'hésitent pas à publier des articles sans se moquer. C'est tellement facile de rire de façon imbécile des ovnis. Nous avons également Les Hommes Volants. Il s'agit d'une revue parachutiste, une revue très connue depuis 1949, qui n'hésite pas à présenter des articles de fond. Il y a naturellement des revues spécialisées, Contact OVNI par exemple, ou encore Phoenix, ou bientôt Chetty, enfin l'IMSA, l'EM qui va changer de look, et UFO Bulletin de Billy Baroni. Tout ça est extrêmement intéressant et je pense que ça mérite d'être indiqué dans cette période d'intox
de campagne de contre-vérité, de debunking, diraient nos amis américains. Ça n'exclut pas, bien entendu, le danger, les dangers. Il existe un certain nombre de contactés, de gens qui ont eu des contacts avec les occupants de ces engins, mais il y a des choses plus subtiles, plus mystérieuses. Des gens qui ont reçu des implants, comme cette jeune femme, Claudia Roux, qui est artiste peintre, comme son époux, Roger Roux, et qui a vécu dans son enfance une aventure curieuse. Vous êtes parti en colonie de vacances dans en Haute-Savoie. En Haute-Savoie. Oui. Alors vous aviez quel âge? J'avais 12-13 ans. Bon, bien sûr, comme tout enfant en colonie, on était habillé en short, en basket. Et on arrive près du camp, parce qu'à ce moment-là, on faisait un camp. Et mon lacet de tennis était défait. Alors je me suis accroupie, et en me baissant, étant bien évidemment mon genou s'est plié, et c'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose sortir de mon genou. Vous n'étiez pas seul? J'étais avec ma petite camarade. Bon, ça ne m'a pas semblé inquiétant sur le moment, mais lorsque j'ai vu que ça sortait régulièrement, alors c'était ici, juste là. Bon, j'ai toujours eu l'impression que c'était un peu comme un périscope, parce que ça sortait régulièrement, sans interruption. Quel était l'aspect? Marron, un peu comme du bois. Marron et strié de marron plus clair. C'était pointu en haut, pointu en bas, grand de ça à peu près, et poli, comme un galet poli par l'océan, et un peu visqueux, comme huilé. Bon, et lorsque cette chose est sortie et que la monitrice l'a jetée, bon, ça faisait un petit trou, et juste après, dans la journée, ça n'a pas saigné, ça s'est fermé, et plus rien, plus de traces. Bon. Il n'y a plus eu de traces pendant des années, de longues années même. Et un jour, je me suis aperçue, je ne l'ai pas vu grandir. Disons que je m'en suis aperçue d'un seul coup, ça y était pas, et le lendemain ça y était, parce que je ne l'ai pas vu venir. Et j'ai eu donc cette chose que l'on appelle maintenant, je le sais, un kyste de rejet, c'est-à-dire que le corps qui a eu quelque chose forme un kyste parce qu'il y a eu un corps étranger. Et quelques années plus tard, ce kyste, disons 2 fois dans la semaine, après ça cessait pendant des mois, me faisait une douleur, mais très très violente, et j'ai dit un peu comme une douleur qui serait venue de l'extérieur, passant par le centre de mon corps et passant tout droit. Et un jour ça s'est arrêté, je n'ai plus rien senti, je n'ai plus rien vu, et j'ai ça, il n'y a plus de manifestation, il n'y a plus rien. Tout au long de cette vidéocassette Vérité, il a été question essentiellement des short greys, des petits gris, ces êtres de petite taille, qui sont à tout le moins inamicaux. Mais je ne voudrais pas qu'on se méprenne. Nous estimons qu'il y a une trentaine d'espèces différentes d'êtres venus d'ailleurs qui, à des degrés divers et pour des raisons précises qui nous échappent, s'intéressent à nous. Mi-avril 1954, Edward Air Force Base, une base de l'Air Force, en Californie. 5 vaisseaux extraterrestres se posent. Roger Roux a reconstitué fidèlement cette scène que l'on connaît bien, qui a été étouffée. Eisenhower a rencontré des êtres d'apparence humaine qui n'avaient rien à voir avec les short greys, les petits gris. Ces êtres lui ont tenu à peu près ce langage. Vous les terriens, vous auriez besoin qu'on vous aide. Nous sommes prêts à le faire, mais il y a une condition. Vous vivez une ère de matérialisme. Vous manquez de spiritualité. Vous vous battez. Vous utilisez des armes nucléaires. Nous voudrions que tout cela cesse. Et à ce moment-là, nous ferons les quelques pas qui nous séparent et nous viendrons vous aider. Eisenhower, qui connaissait les accords secrets du MJ-12, a dit non. Les terriens ne sont pas prêts pour cela. Revenez dans 30 ans. Comme on dit à un enfant un peu turbulent, écoute, pose plus de questions, tu comprendras quand tu seras grand. Nous avons de sérieuses raisons de penser que ces êtres qui ont pris contact avec nous à travers le président Eisenhower en 1954 aux États-Unis sont des êtres pacifiques. Dans notre jargon d'ufologue sérieux et de pointe, nous les appelons les grands blonds. Bien sûr, il n'y a pas que des blonds. Alors ces grands blonds ne sont pas les seuls, eux non plus, à être positifs. Il y a d'autres cas, d'autres exemples. Nous allons l'aborder et nous verrons plus tard si nous devons nous en réjouir ou bien nous en inquiéter.
Nous sommes dans les collines de Beaunieu, dans le Luberon, en Provence, et Madame Denise Bell, à la mi-septembre 1975, vous êtes venue, vous, comme ça vous arrivez, vous vous promeniez avec votre chien, c'était le soir. Oui. Le soir, la nuit était tombée, c'était le 15 septembre, la nuit était tombée, Voilà. il y avait des étoiles. Mais vous étiez préoccupée ce soir-là. Oui, j'étais préoccupée parce que j'étais atteinte d'un cancer à la thyroïde, du côté gauche, et un mois avant, le service du professeur, son assistant m'avait dit qu'un autre nodule m'était venu sur la droite et que je devais envisager l'opération, c'était impératif. J'étais un peu tourmentée et puis j'avais mon chien et mon chien il file comme ça dans le buisson. Et moi à partir de cet endroit, j'ai été prise comment vous dire, d'espèce de malaise, de colique. Je me suis éloignée là dans le virage là-bas. Et j'ai dû m'accroupir et j'ai dû vider mon ventre. Et sur cet arbre-là, il s'est développé une lumière que l'arbre il est tout petit à côté, voyez-vous. La lumière est restée absolument à sa place, elle tremblait toujours. Et là, il est apparu un rectangle orangé, voyez-vous. Mais dans le corps de la lumière ou ailleurs? À la base de la lumière. Sur le sol ou vertical? Non, vertical. Ah, vertical, ça c'est très important. Oui, ça faisait partie de ce bloc de lumière, j'en suis sûre. Bien. Je voudrais revenir, Denise Bell, sur cette sensation quand quelque chose vous a immobilisé derrière, vous a serré. C'était une main, c'était pas une main, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas senti que c'était une main. C'était la position de quelque chose qui était au moins large comme 4 doigts, voyez, mais beaucoup plus épais, et qui m'a fait simplement prendre comme ça. Et je me suis trouvée la gorge offerte à cette lumière. Ah, voilà. Vous voyez, c'est là que je dis qu'il y a eu des soins de fait. Bon, vous êtes ensuite rentré chez vous, vous avez dormi? Normal. Normalement. Et le lendemain, donc, vous vous êtes rendu à l'hôpital. Et là, donc, on vous a examiné. Voilà, l'assistant du professeur m'a reçu. Il a tâté un peu ce côté gauche, ce côté droit. Il est revenu, il n'en finissait plus. Et il m'a dit, écoutez, je ne comprends pas, je vais aller chercher l'autre assistant. Il est allé chercher l'autre assistant. Celui-là a fait la même chose et il a dit, je vais chercher le professeur. On m'a dit que j'étais guérie. Ils ont constaté une guérison complète. Ah, il a dit, il n'y a plus rien. Mais j'ai dit, plus rien, je peux reprendre mes activités. Il m'a dit oui. Alors imaginez-vous un peu la joie que j'avais. Et alors là, il y a une chose, c'est que moi-même, je ne m'en rendais pas compte, j'avais une énergie que je n'avais jamais eue avant. Je me suis trouvé des énergies, de l'assurance, mais c'est pas possible. Ça m'a complètement transformée, ça m'a complètement changée. Je voudrais vous raconter une histoire extrêmement banale et fantastique à la fois. En août 91, j'étais au Nouveau-Mexique. Et je suis allé avec mon épouse et quelques amis au marché annuel artisanal indien de Santa Fe. J'abrège, nous étions une foule considérable. Mes amis étaient allés chercher des vivres pour pique-niquer. Et ne les voyant pas, je pars à leur recherche. Et je m'écarte un peu, ne les trouvant pas. Et une voiture s'arrête au bord du trottoir. Et j'entends « Hi Jim », c'est-à-dire « Salut Jim ». Personne ne m'appelle ainsi. Je me retourne, je vois une voiture, une grande voiture, un homme qui est à droite, cheveux grisonnants, 40, 45 ans, qui me sourit de façon sympathique, derrière 3 hommes que j'estime être, à tort ou à raison, des vétérans du Vietnam. C'est cette image qui me vient. Je dis à cet homme, mais vous me connaissez? Et il me dit, oui, bien sûr, nous vous connaissons, nous savons ce que vous faites, vous êtes dans la bonne voie. Continuez, nous apprécions. Et il s'en va. Alors je marche auprès de la voiture, je dis, mais enfin, ne partez pas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Au moins on va se revoir. Maybe later. Plus tard peut-être. Et il s'en va. C'est banal. Mais c'est fantastique, car enfin, qui sur la planète Terre savait qu'à ce moment-là, ce jour-là, vers 12h30, j'allais me trouver à Santa Fe, où je ne connais personne, où je n'avais jamais mis les pieds. Je crois que ces hommes étaient des gens de la CIA, mais pas les MIB, de Men in Black, les hommes en noir, pas les sinistres agents exécuteurs du MG12. C'était les bons. Comme il existe dans le KGB également des bons.
Alors c'est intéressant parce que ça autorise à penser que, à un haut niveau, la résistance est en train de s'organiser. Je crois que c'est important parce que nous avons eu des précédents. C'était le signal, c'était l'indicatif des émissions de Radio Londres. Ces émissions qui apportaient une bouffée d'espoir de la part d'un inconnu qui s'appelait le général de Gaulle. Bien sûr, je ne suis pas le général de Gaulle numéro 2. Je ne vous dis pas armez-vous, planquez les armes, on va s'entraîner, on va les foutre dehors, les grilles. Non, pas du tout. C'est un simple rappel. Car la résistance est en train de naître. Je crois que c'est une bonne chose. Rappelons-nous aussi ce qui s'est passé à Edward Air Force Base en avril 1954, quand Eisenhower a rencontré les grands blonds. Il leur a dit « Revenez dans 30 ans. Faire la paix, ne plus nous battre, nous désarmer, tout ça, on verra plus tard. » Que se passe-t-il depuis 2 ans? La chute du mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne, la libéralisation de la Russie grâce à la perestroïka, à la glasnost de Gorbatchev, de Boris Yeltsin, Shevardnadze qui vient de revenir. C'est encourageant. Tout cela ressemble à l'application graduelle des blonds qui nous ont dit en quelque sorte « Aidez-vous et nous vous aiderons plus tard ». Je crois que ce plus tard est en train d'arriver. Alors c'est une fantastique bouffée d'espoir. Et malgré l'inquiétude des grilles qui sont sous nos pieds, je crois qu'il faut espérer. Il faut espérer, tout en faisant quand même un clin d'œil à nos frères de l'espace, aux chevaliers de lumière, avec notre ami Silvio Houssay, qui est un merveilleux illustrateur, mais qui est aussi un auteur, compositeur, interprète de talent. Mais avant cela, une conclusion provisoire avant d'autres cassettes de cette série Les Portes du Futur. Que la force soit avec vous et avec nous. Alerte rouge, les terriens parlent aux terriens. Il est temps de lever la tête, il est temps d'ouvrir les yeux. Notre triste planète attend le retour des dieux. Nous avons saisi le message de leur rendez-vous répété. Chevaliers de lumière, vos enfants sont fatigués. Ici l'on tue, on se déchire. La terre est un étrange navire. On nous ment, on nous plonge dans des abîmes de mensonges. Pieuvre média crache ton ombre pour mieux nous aveugler. Crache, crache, tu devras un jour cracher la vérité. Il y a ceux que l'on soupçonne, il y a ceux que l'on bâillonne. Ils racontent des histoires d'ovnis, et on rit. Connaissez-vous la dernière? En Arkansas, en Australie, il y aurait sous la terre des petits gris. Extraterrestre, c'est comique. Ça fait passer un moment entre le foot et le Liban. Merci à vous, chefs militaires, Majestic 12 et CIA. D'est en ouest, on vend la terre à des rats. Ils sont là, les yeux froids, visiteurs, prédateurs. On dit qu'ils tuent, qu'ils nous mutilent, congénétiques, ils sont habiles. Que nos frères de l'espace viennent briser la menace. Que le voile se déchire, donnant raison à John Lee.
est temps de lever la tête. Il est temps d'ouvrir les yeux. Notre triste planète attend le retour des dieux dans le ciel des cathédrales et de grands chariots de feu au-dessus des capitales. Vous n'en croirez pas vos yeux. Il est temps de lever la tête. Il est temps d'ouvrir les yeux. Notre triste planète attend le retour